Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer le pelvis et le périnée. On va commencer par la vue globale, qui est une espèce de grand résumé pour avoir une idée de ce qu'est le pelvis et le périnée. Et on verra les éléments anatomiques après. Donc, le pelvis, ici, OK, le pelvis ici et le périnée en bas sont des régions liées entre elles en rapport avec le pelvis osseux, donc l'onciliaque, de part et d'autre, et le sarcome en arrière, et avec les parties terminales de la colonne vertébrale. Le pelvis est divisé en deux régions. La région supérieure, en rapport avec la partie haute, donc ici, la région supérieure, en rapport avec les parties hautes des os coxaux et des vertèbres lombales. Ok. Et les vertèbres lombales inférieures est le faux, ici, le faux pelvis. OK? La région supérieure en rapport avec les parties hautes des os coxaux. On a l'os coxal ici. Ok, donc cette région-là. On note ici. Donc c'est en rapport avec les os coxaux et les vertèbres lombales inférieures. Ici est le faux pelvis, ok, ou grand pelvis, généralement considéré comme une partie de l'abdomen. Tandis que le vrai pelvis ici, petit pelvis, est limité par la partie inférieure des os coxaux. Ok, on va voir, c'est une ligne qui forme le détroit supérieur, là. Il a une ouverture supérieure, que l'on a individualisée ici, et une ouverture inférieure, vous trouvez beaucoup plus en bas. La cavité pelvienne, de forme arrondie, contenue dans le vrai pelvis, comporte une ouverture supérieure, ici, des parois, on verra, formées par les os, et un plancher. Cette cavité est en continuité en haut avec la cavité abdominale et contient des éléments des appareils urinaires, gastro-intestinal et de la reproduction. Le périnée est au-dessous du plancher. Et le périnée est au-dessous du plancher de la cavité pelvienne. Ses limites sont celles de l'ouverture, donc il est confondu avec l'ouverture inférieure du pelvis, qu'on appelle encore le détroit inférieur. Et le détroit supérieur étant l'orifice de l'œil. Le périnée contient les organes génitaux externes et les orifices des appareils génitaux et gastro-intestinaux. En fin de compte, le périnée, ce sont toutes les parties molles que vous avez, alors extérieures, que l'on voit, c'est toutes les parties molles que vous avez entre les cuisses. Ça part du coccyx et ça va donc ça part du coccyx et ça va jusqu'au pubis. Là, vous avez votre périnée. Fonction. Donc, sur ce schéma-là, nous avons une coupe sagittale, donc une coupe qui coupe le bassin en deux parties symétriques. Et en haut, vous avez une coupe du pelvis périnée chez la femme, une coupe chez l'homme, une coupe une coupe verticale. OK? Donc, les fonctions du pelvis, c'est contenir et soutenir la vessie. On retrouve ici chez la femme, la vessie chez l'homme, le rectum, ici chez la femme, ici chez l'homme, le canal anal, ici, et les voies de reproduction
Nous avons les voies de reproduction chez l'homme. Et chez la femme, vous avez l'utérus et le vagin, les relèves et les petites lèvres. Dans la cavité pelvienne, la vessie est antérieure. Si la vessie est antérieure et le rectum postérieur, tous deux positionnés sur la ligne médiane. C'est pour ça qu'une coupe, ok, verticale, médiane, automatiquement, on va voir la moitié un peu de ces organes qui sont sur la ligne médiane. En se remplissant, la vessie s'étend en haut dans l'abdomen. Donc, une vessie vide est dans le pelvis et lorsque la vessie est pleine, elle est dans l'abdomen. Vous songez qu'il n'y a pas de limite franche entre l'abdomen et le pelvis. La vessie est soutenue par les parties adjacentes du squelette et du plancher pelvien. L'urètre traverse le plancher, donc l'urètre, ça, ici. L'urètre traverse le plancher pelvien pour gagner le périnée, où il s'ouvre à l'extérieur chez la femme, où il pénètre dans la base du pénis, ici, chez l'homme. Faisant suite au côlon sigmoïde, au niveau de la vertèbre S3, ok? Troisième vertèbre sacrée, le rectum se termine par le canal anal, ici, donc S3 à peu près ici, vous voyez? Et 1, 2, 3, donc à peu près au niveau de S3. Et il se termine par le canal anal. Il traverse le plancher pelvien pour s'ouvrir au niveau du périnée. Déjà, vous voyez que le pelvis, il est fermé par le plancher pelvien et juste après le plancher pelvien, on va avoir le périnée. Donc, ici, nous avons le périnée. Ici, le petit maille rouge, ça que nous voyons, on verra de façon plus détaillée, forme ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le canal anal forme avec le rectum une angulation postérieure. Okay? Il y a un rectum là et il y a un canal là comme ça. Ça fait bien une angulation postérieure. Comme ça, et comme ça. Et ça fait qu'on sait de monde qui va dire que pour déféquer, c'est mieux qu'on soit accroupi. Parce que ça permet de mettre le canal anal dans le même, presque dans le même plan que le rectum. On verra ça après. Cette angulation est maintenue par les muscles du plancher pelvien et s'efface pendant la défécation. Lorsqu'il traverse le plancher pelvien, le canal anal et l'urètre comportent chacun un sphincter musculaire strié. Et ici, bien individualisé. Bon, ben, si j'agrandis, est-ce qu'on va le voir? Ouais, on voit bien le canal anal. OK? Et ici, chez la femme, la même chose. La cavité pelvienne contient l'essentiel des voies de la reproduction de la femme. OK? Tandis que chez l'homme, il y a une partie des voies de la reproduction chez l'homme, puisque les autres parties étant au dehors. Chez la femme, le vagin traverse le plancher. Donc, nous avons l'auteur, canal, nous avons notre plancher ici. OK? Donc, chez la femme, le vagin traverse le plancher et s'insère ici sur l'utérus dans la cavité pelvienne. L'utérus est placé entre le rectum et la vessie, tandis que les trompes s'étendent de chaque côté latéralement jusqu'à la paroi pelvienne pour s'ouvrir à proximité de l'ovaire ici. Est-ce que chez l'homme, la cavité pelvienne contient, la cavité pelvienne ici, contient le site de la réunion des voies urinaires et de la reproduction ici. Donc, les voies urinaires
il arrive ici la vessie, et là, vous avez le conduit déférent qui vient ici. Donc, c'est là que nous avons le site de réunion des voies urinaires. Donc, je répète, voies urinaires, vous avez l'urètre, OK? Les voies de la reproduction sont données par le canal déférent. Ça arrive au niveau de la prostate. Donc, la cavité pelvienne, côté là, le site de réunion des voies urinaires et de la reproduction, elle contient aussi des glandes importantes associées aux voies de la reproduction, telles que ici, la prostate et en arrière, les deux vésicules séminales, OK, qu'on n'a pas nommé dans le schéma. Autre fonction, fixer les racines des organes génitaux externes. Dans les deux sexes, ici nous avons la femme, là nous avons l'homme. Dans les deux sexes, les racines des organes génitaux externes, qui sont chez la femme le clitoris et chez l'homme le pénis, ils sont fermement ancrés. Regardez là où il y a deux choses qui vont les ancrer. Ils sont ancrés où ça? À la moitié antérieure du bord osseux de l'ouverture inférieure du pénis, pardon, du pelvis, à une épaisse et fibreuse membrane du périnée que nous avons ici. Donc là, nous avons la membrane et là, nous avons la partie où ça s'insère sur l'os. La partie qui s'insère sur l'os. OK? Et là, nous avons la membrane. Les racines des organes génitaux externes sont constituées de tissus érectiles, vasculaires et entourés de muscles squelettiques. Étant les éléments anatomiques. Donc, nous avons plusieurs notions, l'ouverture supérieure du pelvis, paroi pelvienne, ouverture inférieure du pelvis, plancher pelvien, cavité pelvienne et périnée. On commence par ouverture supérieure du pelvis que sur le schéma, on a individualisé par ce cercle en pointillé. L'ouverture supérieure du pelvis, qu'on appelle encore le détroit supérieur du pelvis, est en forme de cœur et entièrement serti par de l'os, donc entièrement entouré, entièrement fait par de l'os. Bon. Ça, c'est petit coup qu'on gagne en cœur et pour gagner ce là, en forme de cœur. En arrière, l'ouverture supérieure est limitée par le corps, ici, de la vertèbre sacrée S1, qui s'avance dans cette ouverture, donc qui vient en avant, formant le promontoire sacral. OK? De chaque côté de cette vertèbre, des processus, de chaque côté de la vertèbre, des processus, voilà, de chaque côté de cette vertèbre, des processus transverses en forme d'aile, ici, appelés, comme ils sont en forme d'aile, ailes ou ailerons. Nous avons les ailes du ça. Et latéralement, le rebord saillant de l'os coxal prolonge la limite de l'ouverture supérieure du pelvis vers l'avant jusqu'à la symphyse pubienne où les deux os s'unissent sur la ligne médiane. Avant, vous avez l'os coxal qui continue des deux côtés et valvine relié entre eux au niveau de la symphyse pubienne. Les éléments passent à travers l'ouverture supérieure du pelvis entre la cavité pelvienne et l'abdomen. Dans ces éléments, au moment de la naissance, le fœtus franchit l'ouverture supérieure. À ce moment-là, on va parler d'engagement de la tête. Au moment de la naissance, le fœtus franchit l'ouverture supérieure du pelvis, puis de l'abdomen, où l'utérus a grandi durant sa grossesse, puis il franchit l'ouverture inférieure ici pour l'accouchement. Les parois maintenant, on avait vu l'ouverture supérieure, on voit les parois du vrai pelvis. OK? Donc ici, c'est le faux pelvis. Et à partir du détroit supérieur, vous avez en bas là le vrai pelvis. Donc ça, c'est bien d'ici qu'on parle. Les parois du vrai pelvis sont essentiellement constituées d'os
nous avons le sacrum en arrière et latéralement l'os coxal. OK? Donc, d'os, des muscles et des ligaments avec le sacrum, le coccyx et la moitié inférieure de l'os coxal. Ici, on voit bien les os et les ligaments. Deux ligaments. Le ligament sacro-épineux et sacro-tubéral. Sacro-épineux et donc sacrum et épine sciatique. Sacrum et la tubérosité. OK? Donc, deux ligaments, les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral, sont d'importants éléments architecturaux des parois car ils relient chaque os coxal au sacrum et au coccyx. Donc, là, on va ça relie le sacrum, OK, sacrum et coccyx à l'os coxal. Ces ligaments transforment aussi deux échancrures des os coxaux. La première échancrure, la grande incisure et la petite incisure. Donc, ces ligaments vont transformer les deux échancrures en des foramen, donc des orifices des parois latérales du pelvis. Les muscles, donc on avait vu que ça fait la paroi latérale est formée par des os et des ligaments, mais c'est aussi formé par des muscles. Les muscles obturateurs internes et piriformes ont leur origine dans le pelvis et sortent par les foramen ischiatiques. Donc là, ici, vous avez le muscle piriforme qui va, qui va passer par la grande incision ischiatique, tandis que le muscle obturateur interne, OK, par la petite, saute par les foramen ischiatiques pour agir sur l'articulation de la hanche. Ouverture inférieure du pelvis. OK? Et l'on représente ici l'ouverture inférieure du pelvis. Donc, pratiquement, c'est une vue inférieure. L'ouverture inférieure est de forme losangique. Un losange, ça fait un, deux, trois, quatre côtés. Et comme ils ne sont pas perpendiculaires, on parle de losanges. OK? Donc, l'ouverture inférieure de forme losangique est formée à la fois d'os, ici, et en arrière de ligaments. Elle est limitée ventralement sur la ligne médiane, ici, par la symphyse pubienne. Donc, de chaque côté de la symphyse pubienne, de chaque côté, le bord inférieur de l'os coxal se dirige en arrière et en dehors. Donc, se dirige en arrière et en dehors, depuis la symphyse pubienne, ici, pour se terminer à une tubérosité proéminente qui est la tubérosité ischiatique. Ensemble, ces éléments constituent l'arcade pubienne qui forme la limite de la moitié ventrale, la limite de la moitié ventrale de l'ouverture caudale du pelvis. Ouverture inférieure, qu'on appelle encore l'ouverture caudale du pelvis, à une partie osseuse formée par la symphyse pubienne, les branches ischio-pubiennes et la tubérosité ischiatique. Les ligaments, les ligaments sacrotubéraux prolongent cette limite vers l'arrière jusqu'à la tubérosité ischiatique, depuis la tubérosité, pardon, depuis la tubérosité ischiatique, OK, jusqu'au sacrum et coccyx. La symphyse pubienne, la tubérosité ischiatique et le coccyx peuvent tous être palpés. Donc, ça, c'est l'ouverture inférieure du pelvis. Maintenant, le fameux plancher et le plancher pelvien. Le plancher pelvien qui sépare la cavité pelvienne, OK, du périnée
en bas, ok, est formé de muscles et de fascia. Donc là, nous avons le plancher qui va lui fermer cavité pelvienne et en dessous de la cavité pelvienne, vous avez le périnée. Ouais. Si on monte la membrane du périnée, il y a un espace qui va séparer le plancher du périnée qu'on appelle espace périnéal profond. Bon, j'anticipe. OK? Donc, le plancher pelvien qui sépare la cavité pelvienne du périnée est formé de muscles et de fascia. Deux muscles. OK? Élévateurs de l'anus s'attachent en périphérie aux parois du pelvis et sont unis sur la ligne médiane par un rafet de tissu fibreux. Là, comme c'est la moitié, on a coupé, toujours la fameuse coupe sagittale, la coupe verticale qui coupe le périnée en deux moitiés égales, ok? On a montré qu'un seul muscle, le muscle élévateur de l'anus, ok, qui est formé de trois parties, iliococcygène, pubococcygène et puborectal. Donc, et ces muscles-là sont attachés en périphérie aux parois et ils sont reliés entre eux par le, ici, on voit là, le rafé médian. Donc là, c'est le muscle élévateur de l'anus d'un côté, et là, vous avez le reste du muscle élévateur de l'anus de l'autre côté. Okay? Ils sont reliés par le rafé médian. Ensemble, donc ces deux muscles-là, ion, deux, ok, ce sont les parties les plus importantes d'une structure en forme de bol, où elles sont mon bol là, ok, ou d'entonnoir appelé le diaphragme pelvien, complété en arrière par les muscles, et on trouve ici, les muscles coccygènes. Ces derniers recouvrent les ligaments sacro-épineux, okay, muscles coccygènes, on trouve ici, ah, et là. Ces derniers recouvrent les ligaments sacro-épineux et s'étendent des bords du sacrum et du coccyx à une épine saillante du squelette pelvien qui est l'épine ischiatique, et qu'on avait vu dans le précédent schéma, mais que on pas, voilà, qu'on le montre ici, l'épine ischiatique qui relie les muscles coccygènes. OK? Donc, les muscles coccygènes, ils recouvrent le ligament sacro-épineux, OK? Ils s'étendent du bord du sacrum et du coccyx à une épine saillante ici, puisque l'épine ischiatique. Donc, ces deux muscles, tout ça mis ensemble, ok, le diaphragme formé des muscles oxygènes et du muscle élévateur de l'anus. Donc, le diaphragme pelvien forme l'ensemble du plancher en forme de bol et présente dans sa partie antérieure, ici, un hiatus en forme de U en rapport avec des éléments de l'appareil urogénital. Donc, de chaque côté, vous avez le bol qui est formé par, en avant, le muscle élévateur de l'anus, en arrière, par les muscles coccygènes, mais en mi-temps, il y a un hiatus en forme de U, ok, qui est en rapport avec des éléments de l'appareil uro, donc, uro, c'est urinaire et génital, les organes génitaux. Le canal anal, ok, passe du pelvis au périnée par un orifice circulaire et postérieur du diaphragme pelvien. Ok? Ici, vous avez l'ouverture pour le canal anal. OK? Le plancher pelvien est soutenu en avant par la membrane du périnée. On verra. En avant par la membrane du périnée et les muscles de l'espace périnéal profond. Donc, nous avons l'espace périnéal profond et au montant qui baille rouge, ce sont les muscles que l'on va voir ici. La membrane du périnée est une épaisse couche faciale triangulaire
Il remplit l'espace entre les bras de l'arcade pelvienne, OK, et un bord postérieur libre. On le verra de façon plus détaillée lorsqu'on verra la membrane. OK? L'espace, c'est-à-dire que il est attaché en avant, bon, elle va s'attacher ici en avant, et puis là, elle va avoir un rebond libre, mais on verra ça de façon plus détaillée. On verra la membrane. OK? L'arcade périnéale profond est une étroite région au-dessus de la membrane du périnée. Donc, l'espace périnéal profond, on note ici, espace périnéal profond, est une étroite région au-dessus de la membrane du périnée. Les bords du hiatus en nu se confondent avec les parois des viscères qui le traversent et au-dessous avec les muscles de l'espace périnéal profond. Le vagin et l'urètre, l'urétère, pardon, traversent le plancher pelvien pour passer du pelvis au périnée. Ensuite, nous avons la cavité pelvienne. La cavité pelvienne est bordée, la cavité pelvienne est bordée par du péritoine en continuité avec le péritoine abdominal. Ce péritoine qui tapisse les faces supérieures des viscères pelviens, OK, mais n'atteint pas le plancher pelvien dans la plupart des régions. Toujours pour la cavité pelvienne, dans laquelle on va retrouver les viscères pelviens, ici, sont situés sur la ligne médiane de la cavité pelvienne. On a donc la vessie qui est antérieure. Chez la femme, l'utérus est placé entre la vessie et le rectum. D'autres structures, comme les vaisseaux et les nerfs, sont situées profondément sous le péritoine en rapport avec les parois pelviennes de chaque côté des viscères pelviens. Maintenant, pour le périnée, ce sont les parties molles comprises entre les cuisses. Donc, le périnée est situé au-dessous du pelvis entre les membres inférieurs. Sa limite est l'ouverture inférieure du pelvis, OK, et une ligne virtuelle reliant les deux tubérosités ischiatiques divise le périnée, donc cette ligne-là, en deux régions triangulaires. On va avoir un triangle antérieur et un triangle postérieur. Ici, nous sommes chez la femme, là, nous sommes chez l'homme. En avant, le triangle, donc ce triangle-là va s'appeler triangle urogénital. En avant, le triangle urogénital contient les racines des organes génitaux externes et chez la femme, racines des organes génitaux externes, nous avons le clitoris et chez la femme, les ouvertures de l'urètre et du vagin, ici. Chez l'homme, OK, la partie distale de l'urètre est entourée par des tissus érectiles, ici, les tissus érectiles et s'ouvre à l'extrémité du pénis, ici. En arrière, le deuxième triangle anal présente l'orifice anal et c'est identique pour la femme comme pour l'homme. Rapport avec les autres régions, quel rapport nous avons avec l'abdomen, la cavité du vrai pelvis. Donc, on se rappelle ici c'est le faux pelvis et à partir du détroit supérieur, vous avez le vrai pelvis. Donc ici c'est l'abdomen et là c'est le pelvis. La cavité du vrai pelvis est en continuité avec la cavité abdominale au niveau de l'ouverture supérieure du pelvis. Toutes les structures passant entre les cavités pelviennes et abdominales, comprenant les gros vaisseaux, les nerfs et les lymphatiques, ainsi que le côlon sigmoïde et les urétères, franchissent l'ouverture supérieure. Tout ce qui était abdominal, ça va franchir l'ouverture et se retrouver dans
le pelvis. Chez l'homme, de chaque côté, les conduits déférents traversent la paroi. C'est pas montré sur ce schéma. OK? Traverse la paroi abdominale antérieure et pénètre dans la cavité pelvienne en surcroisant son ouverture supérieure. Chez la femme, les vaisseaux ovariens, les nerfs et les lymphatiques franchissent l'ouverture supérieure pour atteindre les ovaires qui sont situés de chaque côté au-dessous de cette ouverture supérieure. Donc, c'est rapport avec l'abdomen. Ça se fait par l'intermédiaire du détroit supérieur. OK? Trois orifices, donc, rapport avec le membre inférieur. Trois orifices de la paroi du pelvis communiquent avec le membre inférieur. Le canal obturateur, le grand foramen ischiatique et le petit foramen ischiatique. On voit mieux sur ce schéma-là si je l'agrandis. Donc en bas, nous avons le canal obturateur. Bon, je ne peux plus montrer vu que j'ai agrandi. Le foramen avec le foramen, le grand foramen ischiatique et le petit foramen ischiatique. Donc on parle du grand et du petit. Ici, vous avez le canal obturateur. Le canal obturateur constitue une voie de passage entre la cavité pelvienne et la région des adducteurs de la cuisse. Il est dans la partie supérieure du foramen obturé entre l'os, une membrane de tissu fibreux et les muscles comblant le foramen. Donc, le foramen, on ne le montre pas bien, mais il est formé par le cadre obturateur, la membrane et les muscles. La, la petite incision ischiatique, située au-dessus du plancher pelvien, ok, je vais l'agrandir ici pour le voir, ok, petit foramen ischiatique, vous voyez la flèche bleue. Donc, la petite incision ischiatique située au-dessous du plancher pelvien met en communication la région glutéale et le périnée. Donc, c'est ici, on voit ici un petit peu. OK? La cavité pelvienne communique aussi directement avec le périnée à travers une petite ouverture entre la symphyse pubienne et la membrane du périnée, et c'est la flèche qu'on montre ici. Les points clés, la cavité pelvienne se projette en arrière, OK? Donc, vous voyez ici, vous voyez l'angulation. Donc, la cavité pelvienne se projette en arrière. En position anatomique, les épines iliaques antéro-supérieures et le bord supérieur de la symphyse pubienne sont dans le même plan. Et c'est ce qu'on a montré ici. Les épines et la tubérosité, le tubercule du pubis sont dans le même plan. En conséquence, l'ouverture supérieure du pelvis est représentée par la ligne pointillée, est inclinée en avant selon un angle de 50 à 60 degrés par rapport au plan horizontal et la cavité pelvienne est projetée en arrière par rapport à la cavité abdominale. Donc ici, nous avons la cavité abdominale et en arrière, la cavité pelvienne. Cependant, la partie urogénitale de l'ouverture inférieure du pelvis ici, est orientée dans le plan proche de l'horizontale. Montre ici. Alors que la partie postérieure, ici, de cette ouverture, est positionnée plus verticalement. On va donc avoir un angle entre ces deux parties. Donc, le triangle urogénital, on avait vu les deux triangles, celui qui est en avant urogénital, du périnée, regarde donc vers le bas, tandis que le triangle anal regarde plus vers l'arrière. Donc, d'importantes structures croisent l'urètre dans la cavité pelvienne, et les urètres drainent les reins. Les urétères, pardon, drainent les reins. Ils ont un trajet vers le bas. Ici, ici, vous avez la femme, là, vous avez l'homme. Donc, ils ont un trajet vers le bas sur la paroi dorsale,
de l'abdomen et croisent l'ouverture supérieure du pelvis pour pénétrer dans la cavité pelvienne. Ils poursuivent leur trajet vers le bas sur la paroi latérale, donc ici, ils sont finale, et finalement gagnent, donc ici, pardon, ici, donc là c'est caché par l'utérus, et finalement gagne la base de la vessie. Chez l'homme comme chez la femme, une importante structure croise les uretères. Chez la femme, l'artère utérine croise l'uretère en dehors du col de l'utérus, et chez l'homme, c'est le canal déférent qui va venir surcroiser l'uretère juste en arrière de la vessie. Donc, on a une structure ici. Donc, la prostate est en avant, la prostate ici, pardon, est en avant du rectum. La prostate chez l'homme et l'utérus chez la femme sont en avant du rectum. Chez l'homme, la glande prostatique est située immédiatement en avant du rectum, juste au-dessus du plancher pelvien. C'est pour cela que lorsque vous faites un toucher rectal, vous pouvez palper la prostate de l'homme. OK? Tandis que dans les deux sexes, le canal anal et le bas rectum peuvent aussi être examinés pour le toucher rectal chez la femme. Le col et la partie inférieure du col utérin sont également palpables pour le toucher rectal. Cependant, ces structures sont plus aisément palpées par un examen bimanuel. Le clinicien introduit l'index et le majeur dans le vagin, OK, et son autre main est posée sur la partie inférieure de la paroi abdominale antérieure. Les organes sont perçus entre les deux mains. Cette technique du palpé manuel peut aussi être utilisée pour l'examen des ovaires et des trompes utérines. Bon, ce sont des techniques anciennes, maintenant de préférence. On préfère faire une sonographie. Donc le périnée, je n'insiste pas sur cette partie, le périnée est innervé par les segments sacraux de la moelle spinale. OK? Et les nerfs sont en rapport avec le squelette. Vous voyez sur ces schémas-là. Okay, vous avez le nerf pudendal qui est le principal nerf du périnée et est en rapport avec l'épine ischiatique du pelvis. Ici. Okay, le nerf pudendal qui est d'abord dans la région glutéale, il va laisser la région glutéale pour venir gagner le pelvis. OK, de chaque côté du pelvis, ces épines et ces ligaments sacro-épineux qui s'y attachent séparent les grands foramen ici. Foramen ischiatique, des petits foramen ischiatiques. Le nerf pudendal sort de la cavité pelvienne, ok, par le grand foramen ischiatique et pénètre immédiatement sous le plancher pelvien ici. Ok, dans le périnée par le petit foramen ischiatique. Là, il sort et il passe par le petit foramen ischiatique. Gagnez ça. Ok, les épines ischiatiques. L'épine ischiatique peut être palpée chez la femme à travers la paroi vaginale, qui est un repère pour réaliser un bloc du nerf pudendal, si vous voulez anesthésier, par exemple, toute cette partie-là. Donc, l'innervation parasympathique provenant des segments médulaires de S2 et SA et S4 contrôle l'érection. Et les muscles, les fascias, mettons, on va parler des muscles et les fascias du plancher pelvien. Donc, on se rappelle, l'orifice inférieur est séparé, elle est losangique, est séparée par deux triangles, le triangle urogénital en avant et le triangle anal en arrière. Donc, les muscles et les fascias du plancher pelvien et du périnée s'entrecroisent au niveau du centre tendineux ici, du centre tendineux du périnée. OK? Donc, les structures du plancher pelvien et celles du périnée s'entrecroisent au niveau du centre tendineux du périnée. Ce nœud fibromusculaire mal limité se situe au centre du périnée, approximativement à mi-distance entre, ici, à mi-distance
entre entre, à mi-distance, pardon, des deux tubérosités ischiatiques et ça converge vers le centre tendineux du périnée. Donc, quels muscles nous avons? Les muscles élévateurs de l'anus, ici, élévateurs de l'anus, les muscles des triangles urogénitales et anal du périnée, ainsi que des structures sphinctériennes striées associées à l'urètre au vagin et à l'anus. Donc, on verra ça de façon plus détaillée. Euh, OK, au prochain chapitre. Donc, le trajet de l'urètre, pardon, est différent chez l'homme et chez la femme, ce qui est évident. OK? Chez la femme, l'urètre est court et descend de la vessie pour traverser le plancher pelvien et s'ouvrir directement dans le périnée, tandis que chez l'homme, l'urètre, pardon, traverse la prostate avant de poursuivre son trajet dans l'espace profond du périnée. Donc, il y a un trajet. OK? Puis, il est entouré par les tissus érectiles, ici, du pénis, avant de s'ouvrir à l'extrémité du pénis. La partie pénienne de l'urètre de l'homme présente deux angles. Le plus important de ceux-ci est un angle fixe où l'urètre se recourbe en avant dans la racine du pénis. Ici. Oui, après avoir traversé la membrane du périnée, un autre angle est plus distal lorsque la partie libre du pénis s'incure vers le bas. Quand le pénis est en érection, c'est évident, ce second angle disparaît. Il est important de prendre en considération les différents trajets de l'urètre chez l'homme et chez les femmes lors des cathétérismes, lors mettons follet. OK? Donc, pour combattre cette règle-là, c'est recommandé de tenir le pénis un petit peu à l'horizontale pour que le passer sans problème. OK? Et on va voir l'anatomie régionale dans une prochaine vidéo. Donc, on a une vue globale. OK? En gros, ce qu'il faut se rappeler, en gros, c'est que le pelvis est fermé par une espèce de bol qui contient des muscles et des ligaments. OK? Et en bas, vous avez le périnée. Donc, on va s'arrêter là et on verra l'autre partie à la prochaine vidéo. Au revoir.